Euh, Nous sommes l'association SONU UNESCO et nous avons pour but de promouvoir les valeurs des Nations Unies. Merci beaucoup à tous nos intervenants d'avoir accepté de participer à notre toute première visioconférence, malgré les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder les conséquences du Covid-19 sur le monde de la culture, car la culture est un moyen d'évasion qui crée un équilibre dans la vie sociale. Aujourd'hui, même si des événements virtuels sont organisés, ils n'engagent pas la même dimension sociale, émotionnelle et sensorielle auprès de ses spectateurs, et c'est de cela dont nous allons parler. Alors, pour présenter notre antenne, donc il y a le plaisir de vous proposer cette visioconférence ce soir. Elle vise à sensibiliser les étudiants aux valeurs de l'UNESCO en proposant plusieurs événements en lien avec la culture, l'éducation et les sciences. Donc, merci à nos intervenants d'avoir accepté à participer à cette première visioconférence malgré toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Merci d'avoir organisé cette réunion. Merci à toutes les deux. C'est très chouette. J'allais dire la même chose. Merci de l'invitation. Oui, et toute invitation. Merci beaucoup. C'est important de partager si on peut nos idées et de confronter nos idées. Et puis Exactement. Alors, on va brièvement vous présenter aux gens qui suivent la conférence. Donc, tout d'abord, nous avons Michel Noll, qui est directeur de Quartier Latin Média et qui est aussi président de Écran des Mondes. Donc, vous pouvez juste réagir pour que... dedans. Pour qu'on Parce que là, ce qui va être prévu, c'est quoi quoi? Ça, c'était 78, 79. Ah, je crois qu'il y a un micro qui est ouvert. excusez-nous, est-ce que vous pouvez désactiver vos micros? Il reste encore 23 € de ce que tu avais gardé. De chez Laurent Lebrun, 1 € de... Merci, je vois qu'il y en a qui les ont désactivés. Merci beaucoup. Tu avais dit qu'il y avait 3,85 € de... Tana, peut-être que tu peux t'en charger dans la barre de droite pour enlever les micros. Moi, 9. Voilà. Super. Donc, Michel Noll, est-ce que vous pouvez réagir pour que les gens voient où vous êtes? Est-ce qu'on m'entend déjà? On m'entend? Très bien. Oui, oui. Donc, je réactive mon micro. Bonsoir à tout le monde. Je suis content d'être avec vous. Essayons de réfléchir un peu comment on va vivre cette période inédite, intéressante, qui, à mon avis, représente plein de problèmes, mais aussi plein d'opportunités. Et si, en sortant de cette conférence, on aura identifié ensemble comment on peut essayer de saisir quelques opportunités, je pense que ce serait formidable. Voilà. Merci. Alors, on a maintenant Anne-Sophie Ratajczak, qui est musicienne et qui est professeure de violoncelle. Oui, bonsoir à tous. Donc, est-ce que vous voulez qu'on fasse une petite présentation rapide ou est-ce que, du coup, c'est vous qui vous en chargez? Comment ça se passe? Moi, du coup, pour ma part, je suis professeure au conservatoire de Villefranche-sur-Saône. Je suis violoncelliste. J'ai été intermittente du spectacle pendant plus de 10 ans et maintenant, je suis professeure titulaire. Mais voilà, je côtoie aussi les mêmes difficultés que tous ceux qui font de la scène en même temps dans le spectacle vivant, qui sont confrontés aux fermetures des salles. Et donc, voilà, je serais contente de débattre sur la question aussi. Voilà. Merci. Ensuite, on a Agathe Berg, qui est trapéziste professionnelle. Donc, c'est pareil, je peux vous laisser vous présenter. Bonjour, je suis Agathe Berg, vous m'entendez bien? Oui. Moi, de mon côté, c'est bon. Alors, je ne suis pas que trapéziste, je suis artiste de cirque, donc en fait, je fais plusieurs choses et heureusement, donc, je suis clown et chassière, je donne des cours à des autistes de cirque, des créations avec dans des cités, avec des enfants en mixité sociale, avec des enfants de la cité, des enfants des villages environnants et des porteurs de handicap.
Donc voilà, on fait des créations dans un chapiteau. Ça se trouve à côté de Paris, à 40 km à peu près, vers Conflans-Sainte-Honorine. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ensuite, on a François Villa, qui est attaché de presse de cinéma et qui est aussi fondateur du Festival du théâtre français à Barcelone, qui s'appelle Oui, si je me rappelle bien. Alors, François Villa. Ah, vous n'avez pas rallumé votre micro. Et oui, il faut penser à rallumer et éteindre. Oui, bah, c'est un peu ça. Oui, c'est le festival s'appelle Oui, Festival de théâtre en français de Barcelone, qui permet de faire découvrir des auteurs de théâtre contemporain. Et en France, voilà, je suis plutôt attaché de presse de cinéma, de théâtre. Et aussi, je travaille aussi en diffusion de pièces D'accord. Ça, c'est Merci. pour la présentation. Voilà. Merci. Et enfin, on a Lionel 1 qui est chorégraphe et qui est fondateur de la compagnie Hybride. Oui, bonjour. Mais comme tu viens de le dire, je suis chorégraphe, ancien danseur, directeur artistique de la compagnie Hybride. En fait, on mélange tout ce qui est danse, art performatif aux arts numériques, aux nouvelles technologies. Principalement, on fait des spectacles dans le secteur culturel et aussi événementiel. Et après, j'enseigne aussi lors de stages, workshops, voilà, dans différents pays, dans différentes villes. Voilà, j'interviens en tant que pédagogue, professeur de danse contemporaine. D'accord, merci. Merci beaucoup à vous tous pour ces petites présentations. Donc maintenant, on va passer à la partie où on va vous poser différentes questions qui vont être d'autant plus intéressantes puisque vous venez, en fait, vous participez à différents milieux de la culture et qui seront d'autant plus riches pour argumenter et apporter au débat de ce soir. Donc, suite aux confinements successifs ainsi qu'aux différents couvre-feux, ça a apporté un véritable un coup d'arrêt au secteur culturel. Donc, des spectacles à jauge réduite ou aux spectacles repoussés ou encore aux répétitions compromises. Et notre première question, est la suivante. Que pensez-vous du fait que la culture soit considérée comme facultative et non essentielle en ces temps de confinement ? Comment l'avez-vous vécu ? Quelles perspectives sont aujourd'hui données ? Quel est votre vécu là-dessus ? Quelqu'un veut prendre la parole ou Je veux bien me lancer. Je veux bien me lancer parce que du coup, je crois qu'il faut démarrer. Pour répondre à la question, je peux y aller? Oui, allez-y, bien sûr. Oui, bien sûr. Comme l'écran c'est tout petit, j'ai du mal à voir. Oui. Voilà. Et donc, la question, je trouve cette mesure mais complètement aberrante, qui m'énerve parce que du coup, c'est vrai que c'est complètement insensé de pouvoir dire penser même que la culture puisse être, comment dire, facultative, quoi. Enfin, du coup, qu'est-ce qui nous fait vivre tous? Enfin, bon, là, notamment en artiste ou qui aime travailler un peu dans la culture comme ça, mais tout le monde, je veux dire, quelque part, la culture est tellement un moteur pour tout. Je veux dire, on achète un livre, quelque part, c'est un acte culturel, on écoute de la musique, c'est un acte culturel, suivant ce que l'on écoute, quelque part, c'est des directions. Donc, du coup, comment on peut mettre ça, de dire, c'est facultatif, quoi. Je pense qu'il faudrait remonter presque au Moyen-Âge pour dire que, en fin de compte, que la culture, enfin, en fin de compte, en dehors de la religion, rien n'est important. Donc, du coup, j'espère qu'on n'est pas en ce cas-là, mais je trouve que c'est vrai que la culture, elle nous accompagne tellement que c'est vrai que moi, c'est vrai que j'ai été choqué. C'est vrai que lors de l'allocution du président de la République, que le mot culture ne soit pas prononcé une seule fois, quoi. Enfin, vraiment, parce qu'on est tous tellement dépendants de cela, quelque part, qui nous tient. Quelque part, je me dis, tiens, c'est vrai, je me souviens tout le temps un peu de la phrase de Winston Churchill pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quelqu'un disait, mais si on ne se bat pas pour la culture, pourquoi on se bat alors? Donc, du coup, ça veut dire que
la culture donc est un enjeu. Et je crois que c'est ce c'est ce qui nous tient tous. Et je crois que c'est ça qui est important de sauver, de préserver. Et justement, comme disait un petit peu Michel, aussi de trouver, ben voilà, trouver quelles vont être des opportunités quelque part pour du coup maintenant faire pour que ça rejaillisse, quoi. Enfin vraiment, voilà. Donc voilà, ma petite contribution là comme ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'un autre intervenant peut-être veut réagir par rapport à ce qui vient d'être dit? Ouais, moi je veux bien, dans la continuité aussi, tout à fait d'accord avec le premier intervenant, avec François. Pour moi, c'est très dommage, très triste aussi. Donc, déjà, on a absolument besoin de la culture pour s'élever et continuer à rêver, et surtout dans cette période qui est pas facile, donc pour nous divertir la société, et que ce soit dans le spectacle vivant, cinéma, théâtre, concert, voilà. Et puis pour notre développement intérieur, pour le développement de chaque individu, pour nous aider à avoir l'esprit critique, à avoir nos propres idées. Donc, du coup, moi, je trouve ça important de parler dans une société où tout va vite, où on ne prend plus le temps de ressentir les choses, d'accueillir nos émotions. Donc c'est important de prendre le temps de se poser, d'aller voir un spectacle ou un concert, et il y a une forme de lutte aussi pour pas se retrouver dans une société aseptisée. On nous colle, on a des algorithmes sur nos écrans d'ordinateur, la publicité qu'on nous renvoie partout, voilà. Et c'est important par rapport à ça de développer son goût personnel pour un genre de théâtre, pour la danse, pour un genre de musique, voilà, et pas vivre dans un monde où tout est lisse, où tout le monde va penser pareil. Donc il faut, par rapport à ça, il faut pouvoir garder un moyen d'avoir la culture à la maison et pendant ce confinement, et de trouver des idées. Et puis continuer, les artistes, du coup, nous, on est là aussi pour s'exprimer à travers notre art, et c'est important de pouvoir le partager. C'est vital, quoi, pour tout le monde aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça. Oui, moi je veux bien. Oui, voilà, vous avez soulevé des points. De toute façon, je vais peut-être faire des redites, mais c'est par rapport à cette société de consommation, par rapport à l'esprit critique, hein, notamment, que l'art développe, et que en fait on n'est pas des produits, donc en fait on est non essentiel. Bon, ce point-là, il me rassure plutôt, mais en fait ça n'empêche que du coup on est mis au rebut pour pas faire avancer la société, pour pas être en lien. Parce que c'est ça que la culture, sous toutes ses formes, surtout le spectacle vivant, mais aussi même le cinéma, même tout ça, ça crée du lien, de la réflexion, de l'échange, une fenêtre sur les différences, justement sur les différences de pensée, les différences d'être, les différentes cultures du monde, et qui fait que là, on est fort. Et en effet, du coup, on est non essentiel parce que, bon, quelque part, ça représente un danger, je pense. Parce que la culture, moi, je me sens pas forcément dangereuse en tant que clown, mais en même temps, je peux dénoncer aussi pendant ce temps-là. En étant, par exemple, en dansant sur un merveilleux morceau de musique sur des trapèzes, on suscite des émotions qui font que les gens sont connectés les uns avec les autres, qui fait que on est vivant et qu'on est des êtres humains. Et voilà, en tant qu'artiste, c'est tout ça. C'est à la fois politique, émotionnel, un lien entre tous, et le fait de se dire qu'on n'est pas essentiel. Bon, ça pose des vraies questions, ouais. Ça pose des vraies questions de société. Voilà. Si je peux prendre, Donc,
À travers ce qu'ont dit mes collègues à l'instant, je crois que personne ne va vraiment très sérieusement mettre en cause l'importance de la culture dans nos vies, dans cette vie qui est quand même assez complexe par rapport à la vie au Moyen Âge. Par contre, l'interprétation de la question, je pense, invite à réfléchir s'il ne faut pas parler de non-essentiel dans le contexte de la distanciation sociale. Ce que je pense qui était l'idée de nos gouvernants était de dire qu'il y a des activités, qu'elles soient culturelles ou pas, qui favorisent le passage du fameux virus. On aurait pu dire aussi, et quand j'étais moi dans le métro à Paris, c'était pire que dans un cinéma, parce que j'avais à moins d'1 mètre de moi, dont à l'heure de pointe, 10 personnes autour de moi. Donc, quand on dit la culture n'est pas essentielle, je crois qu'on fait un raccourci extrêmement dangereux qui a été repris malheureusement par des textes de loi qui nous invite à réfléchir évidemment sur l'importance de la culture, mais qui nous met sur une fausse piste, parce que personne très sérieux aujourd'hui peut remettre en cause elle est le ciment de nos sociétés. Par contre, il peut y avoir des périodes dans lesquelles, il peut y avoir des cultures dans lesquelles, des formes de culture dans lesquelles une distanciation sociale est plus facile que dans d'autres. Il peut y avoir, comme dans mon domaine, le cinéma, il n'y a pas que la salle, il y a aussi les DVD, il y a aussi Internet, où je peux rester en contact avec la culture, même si de très loin, je préfère évidemment de voir un film en salle. Maintenant, je peux parfaitement concevoir, pour avoir organisé des projections entre les deux vagues, je peux très bien concevoir qu'il y a un vrai risque de contamination quand on est dans une salle, pas forcément dans la salle même, mais quand on est à la caisse ou à la sortie. En effet, on est très proche des autres et on ne sait pas qui est porteur du virus. Donc pour moi, c'est une fausse question de dire est-ce que la culture est non essentielle. C'est évident qu'elle est essentielle, mais quels sont les moyens qu'il faut mettre en place pour que le côté non-distanciation sociale devienne un danger. Et quand je suis heureux d'avoir un danseur et un chorégraphe avec nous, quand il est sur la scène, il ne représente aucun danger pour personne. Par contre, ceux qui sont dans la salle peuvent être éventuellement contaminés à travers la consommation, entre guillemets, de son spectacle. Et d'avoir réduit cette question par toutes les activités culturelles qui ne sont pas essentielles, c'est un misuse, je ne trouve pas mon mot en français, une non-utilisation correcte de la langue. C'est un problème sémantique et non pas un vrai problème. Oui, je me permets de rebondir sur ce que vient de dire Michel. Merci pour l'image du chorégraphe et des danseurs sur le plateau. Je pense que si on est tous là, on considère que l'art est essentiel et qu'il est essentiel à l'équilibre humain, social, à tout ce qu'on vit. Et après, je pense que la considération que le gouvernement lui a donnée, ou même que le public peut aussi adhérer à ce terme-là, c'est aussi propre à sa sensibilité. C'est-à-dire que on va juger des choses qui sont pas forcément essentielles ou injustes, enfin qui pour nous peuvent paraître injustes, mais en fait chacun, en fait, j'ai envie de dire, peut placer le curseur là où il est libre de vouloir le placer, dans le sens où pour certains, en fait, la culture, c'est toute notre vie, et pour d'autres, ils en sont moins sensibles aussi. Et
et que c'est un peu comme nos cinq sens, quelque part, j'ai envie de dire. C'est un peu comme le goût, le toucher, la vue, l'odorat, l'ouïe. Si on nous demande de classer, en fait, ces sens-là par ordre de sensibilité, du coup, on aurait un résultat tous différent. Et donc, du coup, voilà, quand il y a des choix à faire sur des décisions à prendre, ils ont malheureusement classé ça comme un choix qui est dans leur ordre de classement. Par rapport à la sensibilité et au contexte, fait que ça a été classé comme, euh, comme facultatif, on va dire. Voilà, je voulais juste intervenir là-dessus, sur la considération, en fait, la considération de facultative et essentielle. Merci à tous pour vos interventions. Donc, pour reprendre quelques chiffres qui ont été publiés dans des enquêtes officielles, il est annoncé qu'un Français sur deux comptait reprendre ses activités culturelles normales comme avant la pandémie, malgré des nouveaux éléments qui risquent de perturber cette reprise culturelle, comme on l'a vu par exemple avec ce deuxième confinement. Et aussi que 46% des Français de moins de 44 ans comptaient réduire leurs dépenses culturelles déjà après le premier confinement. Donc pour vous, estimez-vous que les paramètres d'inégalité dans l'accès à la culture, qui existaient déjà avant la pandémie, soient modifiés durant cette période ou renforcés, que ce soit des inégalités sociales d'accès à la culture ou économiques ou même culturelles aussi? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces inégalités-là dans l'accès à la culture? Bon, bah, du coup, je propose de... Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Donc, effectivement, il faut réussir à trouver d'autres moyens pour accéder à la culture, puisque toutes les salles de spectacle sont fermées. Donc forcément, ça crée des inégalités. Enfin, pour moi, donc en fonction des moyens financiers et techniques. Donc déjà, les équipements ne sont pas les mêmes pour tous en termes de tablettes, ordinateurs, téléphones, connexion au débit. Il faut d'ailleurs même que ça puisse être accessible à toute la famille, et ce n'est pas forcément le cas. Il y a des ordinateurs pour les parents, pas pour les enfants. Donc après, en fonction du milieu social et culturel, ça va être évidemment plus dur d'aller chercher la culture à la maison. Donc mon exemple, l'exemple auquel je pensais, c'est pour les jeunes en premier. S'il n'y a plus de spectacle à l'école, par exemple, que les médiathèques sont fermées, donc on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Si les parents ont un bagage culturel à transmettre, ils vont montrer des vidéos, des spectacles. Et s'ils ont le temps, donc c'est aussi en fonction du temps qu'on a aussi pour ça. Mais donc là, pour le coup, c'est vraiment inégal en fonction de son milieu et de l'éducation et de la culture. Donc après, voilà, c'est la question comment on peut remédier à ça et comment on peut continuer à proposer des choses. Voilà, c'est un débat ouvert. Merci beaucoup. Si quelqu'un d'autre veut intervenir pour compléter la réponse, n'hésitez pas. Moi, je veux bien. Ah, pardon. Ah, bon, bah, vas-y. En fait, oui, les inégalités par rapport à la culture, c'est vrai que c'est une vraie question. Là, moi, je sais que j'ai eu la chance de faire 2 cachets au moment du confinement, dans la cité, au milieu, dans une place, et les gens étaient aux fenêtres et on faisait des spectacles de cirque. Du coup, c'est quand même un public qui déjà a accès à la culture. Enfin bon, après, pas toute la culture, quoi. Ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas aller sur une scène nationale, aller regarder une pièce contemporaine. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, même si là, on ne pouvait pas monter de spectacle, justement, en montant du Molière avec du cirque et des choses comme ça, bon, on est venu dans la cité. Mais c'est limité quand même.
enfin, je veux dire, c'est quand même, enfin, voilà, c'est très limité. Et en effet, c'est encore les populations les plus défavorisées qui trinquent et qui vont juste avoir un... J'arrive, mon cœur, j'arrive. Bon, je laisse la place à quelqu'un. Merci. Merci à vous. Je veux bien. Vous m'entendez? Ouais. Oui, les deux chiffres. Moi, c'est terrible de voir qu'un Français sur deux va reprendre ses activités, c'est-à-dire qu'un sur deux ne les reprendra pas. Donc, ce qui est vrai. Et de voir que du coup aussi, pratiquement près de 50% vont réduire leur, euh, comment on appelle ça, comment on appelle, Les leur dépenses budget pour la culture, culturelles, oui. les dépenses, voilà. Du coup, et en même temps, malheureusement, c'est toujours la culture qui trinque dans un poste. Dans un poste, c'est toujours, on réduit toujours sur la culture, on ne va pas réduire sur se dire, tiens, on va dire autre chose, c'est la culture qui trinque. Comment dire, pour rebondir sur les cachets, ça, du coup, je vois par exemple, même au-delà des personnes physiques, je pense surtout même aujourd'hui, même des villes, avec le Covid, comme je vous disais, comment dire, je collabore aussi à la diffusion de pièces de théâtre annulées à cause du Covid. Du coup, c'était un travail de fou pour de maintenir ces dates, de pouvoir essayer de les faire reporter un peu plus tard ou plus loin. Enfin, vraiment, du coup, donc, beaucoup ont été reportés, ont été reportés. Donc, du coup, et voilà. Et on arrive en automne, donc super, on a les dates, re-Covid, re-annulation. Donc, du coup, et du coup, et maintenant re-annulation, et ça veut dire que des dates ne seront plus reportées. Donc, ça veut dire que même au niveau comment on appelle ça, des municipalités, des théâtres, comme ça, aussi le budget culturel comment dire, va vraiment se réduire pour se dire, bon, voilà, on va faire avec ce qu'on a et on se débrouillera bien, quoi. Enfin, bon, et à tout. Et côté de ça, donc du coup, on va te laisser pour compte non, combien de spectacles. Alors du coup, je me pose la question qui vont être, qui vont être sauvés. Ben, ça va être des spectacles, encore une fois, ben, qui vont être peut-être avec des têtes d'affiche ou quelque chose, ils vont pas se sauver de ça parce que du coup, les municipalités vont dire, bah oui, non, non, mais oui, il nous faut de la tête d'affiche parce que du coup, les gens, ils en veulent. Voilà. Et en même temps, une danse, il n'y a peut-être pas forcément une tête d'affiche, et pour un spectacle magnifique. Et c'est l'émotion qui est sur le plateau, qui est la tête d'affiche et qui est l'ensemble. Mais voilà. Je pense qu'on est là dans des situations, là, pour reconstruire, se dire où on va trouver les moyens de redonner envie de retrouver le chemin de la culture, d'avoir envie de se dire, d'essayer de retourner dans une salle de cinéma. Là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est 22 juin, on a enfin pu réouvrir les salles de cinéma. Tout le monde disait, ouais, il faut que les cinémas réouvrent, comme ça. Les cinémas ont réouvert, et puis malheureusement, ça n'a pas été la ruée dans les salles de cinéma. Et pourtant, tout le monde, disait, mais je veux aller au cinéma, on va aller au cinéma. Et en fin de compte, ben non, ça n'a pas été ça n'a pas été le raz-de-marée tant attendu. Pour le théâtre, c'est encore différent. Parce que du coup, encore une fois, s'il y a bien des lieux, quelque part, comment dire, où il y a vraiment moins de risques, je ne suis pas le premier à le dire, ça a été dit 1000 fois, où il n'y a pas trop de risques, parce que tout le monde fait attention, c'est bien dans les salles de spectacle, au niveau des spectateurs. Voilà, mais au niveau du théâtre, si on regarde, en gros, la moyenne d'âge des spectateurs est assez élevée. Et du coup, ces spectateurs-là, je connais plein autour de moi. Je dis, alors du coup, c'est bon, tu vas retourner au théâtre? Oui, je vais y retourner, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Mais oui, pourquoi? Oui, ça peut être dangereux. Donc du coup, résultat, du coup, des personnes quelque part se privent de la culture. Et j'ai l'impression de voir l'image un peu de la Fondberg dans les poules. Par exemple, il y a une plaque de glace qui tombe. Bon, ben voilà, c'est perdu. Et, et je crois que la question, justement, par rapport à tout à l'heure, est-ce que c'est essentiel? Et surtout aussi en même temps se dire comment trouver
comment dire, pour retrouver ce public, redonner envie à ce public de reprendre un peu quelque part le roman. Alors maintenant, c'est vrai, on dit tout le temps culture a 1000 sens. Alors on va pas faire le débat ce soir sur qu'est-ce que c'est la culture, parce que là, on en aurait pour 8 heures au moins. Mais du coup, il y a plein de choses comme ça aussi un peu à voir et voir comment on peut agir chacun à notre façon pour essayer d'y remédier, de proposer, et voilà. Si je peux apporter un autre... Oui, allez-y. Par contre, il y a des problèmes de connexion. C'est mieux là? Allez-y, je pense que ça coupe encore. Ça me dit ma connexion est instable. Ah, là déjà, on vous entend mieux. Bon, alors, on va... je voulais juste citer un cas précis parce que très souvent, on parle souvent en généralité par rapport à la réouverture du cinéma entre les deux vagues, entre les deux confinements. Il y a eu une grande déception pour ceux qui pensaient qu'il y aurait un raz-de-marée. Et ceux qui ont pensé ça, à mon avis, méconnaissent un peu les motivations des gens qui vont au cinéma. Sur le plan national, il y avait une vraie chute, et le chiffre indiqué à l'époque était de 73%, mais c'était une moyenne nationale. Je connais les chiffres d'un petit cinéma à Essai à Paris, avec lequel je travaille pas mal, pour ne pas le nommer, Action rue des Écoles. Leurs chiffres, leur perte en quelque 23%. Un grand chiffre moyen, parfois caché, de vraies raisons en l'occurrence, le comportement du spectateur. Je ne peux pas penser que quelqu'un qui a plus de 70 ans ou 60 ans, qu'il ait peur d'attraper un virus dans la salle de cinéma. Je pense qu'il faut le comprendre. Par contre, et le cinéma dont je parle a souvent des spectateurs d'âge moyen bien plus élevé que la moyenne nationale, parce que c'est pas là où les gens vont voir Avatar. Les gens qui vont voir Avatar ont peut-être entre 16 et 30 ans. Et au cinéma Grande Action, malgré le risque de virus, c'est parce qu'ils avaient vraiment envie de voir tel film ou tel autre film. Je crois que ça revient un peu sur ce que disait François Villa. Essayons de comprendre ce que nous proposons au public dans ces temps qui sont différents, c'est un peu comme un temps de guerre. Imaginez le cinéma en 44, en 43, en 42, c'était pas le même qu'aujourd'hui. Donc, si on ne sait pas s'adapter à des situations exceptionnelles comme celle de ce foutu Covid, eh ben, cherchons à nous réinventer, quoi. Je pense que c'est ça le sens, et que ceux qui n'ont pas les moyens, ou soit financières, soit intellectuelles, de se réinventer, évidemment, ils vont trinquer plus que les autres. Merci beaucoup. Je voulais ajouter quelque chose, c'est possible? Oui, bien sûr. Je travaille beaucoup en spectacle de rue. Et en fait, du coup, il y a pendant juin, juillet, qui sont normalement mai, bon là d'accord, c'était le confinement, mais juin, juillet, ce sont des grosses périodes. Et là, novembre, décembre, vous imaginez bien, avec toutes les fêtes de Noël, les animations de rue et tout ça, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et là, même en extérieur, une culture qui est faite pour tout le monde, puisque s'il n'y a pas besoin de payer, les gens, enfin le public n'a pas besoin de payer pour voir des acrobates, des chassiers, même ça, du coup, tout est annulé. C'est-à-dire que voilà,
je ne sais plus qui, je crois que c'est François qui soulevait la problématique des budgets de la culture qui vont être complètement tronqués parce que voilà, ça c'est bon, bref, cet accès à la culture qui était simple, au moins qui était autre chose que de la télé, enfin de l'écran. Alors après, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont regarder des choses tout cuit dans les écrans. Ils ne vont pas forcément se s'intéresser. Enfin bon, bref. Donc ces gens qui ne vont pas vers la culture, la rue est censée leur amener aussi du rêve. Alors, bon, voilà, c'est sûr que ce n'est pas forcément une culture qui va faire réfléchir de la même façon, mais elle va amener de l'onirique, elle va amener de la poésie, elle va amener de la légèreté, elle va amener, je vous assure qu'à Noël, c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel d'habitude. Ça fait partie de quelque chose qu'on amène à tout le monde, des vieux comme des jeunes. Et c'est bon, voilà. Et moi, ça me manque beaucoup parce que ça me nourrit aussi l'âme, quoi, de voir tous ces regards. Enfin, bon, comme tout artiste, mais la rue, c'est particulier. Pas pour moi, hein, là, je fais de la scène et de la rue. Bon, bref, je vois vraiment toutes sortes de gens. Et là, bah non. Et c'est possible que ça soit un point de départ pour tronquer les budgets des municipalités pour ce genre d'événement, quoi. Entre autres. Et voilà, je trouve ça triste, bien sûr. Voilà. Oui, donc vos deux interventions à Michel et à vous, ça nous amène aussi à nous demander, et en tout cas à vous poser cette question-là, qu'est-ce que vous pensez finalement des offres virtuelles qui ont été mises en place justement pour pallier la fermeture des lieux culturels? Parce que c'est ce que vous disiez, finalement, on peut continuer à avoir accès à une certaine culture, mais finalement, on n'a pas accès à tout ce... On n'a pas forcément accès, en tout cas, à tout ce côté de l'émotion et tout que la culture peut transmettre. Je continue ou quelqu'un veut prendre la parole? Dans l'ordre que vous voulez. Ok. Lionel, prendre la parole parce qu'on n'a pas trop entendu. Oui. Oui. Par rapport aux offres digitalisées, je pense qu'on s'en est tous aperçus lors du premier confinement qu'il y avait comme une grosse consommation culturelle, entre guillemets, des offres digitalisées sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais que voilà, il y a eu pas mal de spectacles en ligne, de Zoom pour les profs de danse, par exemple, qui donnaient les cours de danse à distance. Au premier confinement, il y avait une grosse effervescence de cette offre-là. Je pense qu'au deuxième confinement, là, on a tous été un peu déçus en fait de pas pouvoir repartir, enfin d'avoir un petit point de départ en septembre et ensuite d'avoir l'herbe coupée directement quelques semaines après. Moi, je sens qu'en tout cas, de ce qui est de l'offre digitalisée des spectacles, c'est sûr que émotionnellement, c'est pas du tout le même impact. Et pour ce qui est pédagogique, en tout cas, il y a une grosse déception enfin, je sais qu'il y a pas mal de confrères, de collègues qui sont des directeurs d'école et qui mettent la clé sous la porte ou qui sont en train de se poser de sérieuses questions sur la reconversion ou sur leur avenir. Et aussi le malaise des enfants, des élèves qui en fait, qui sont complètement déprimés parce qu'ils n'ont plus d'activité. Pour la plupart des gens qui font de la danse, l'activité de danse, c'est tout en fait. C'est les amis, c'est la passion, c'est le spectacle. C'est un monde qui fait que le monde de la danse, pour ces enfants-là, c'est tout. Il y a peut-être, enfin, la danse comme un autre sport, mais voilà. Oui, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour à la fois les compagnies qui, comme nous, où tous les spectacles sont annulés. Et comme disait, je ne sais plus, Anne-Sophie, je crois, sur justement le fait d'avoir du matériel pour pouvoir streamer
digitaliser nos créations, ça demande d'autres compétences aussi. Et le fait de... Enfin, nous, par exemple, on a été contactés pour, par exemple, aussi mettre une nouvelle technologie en avant, qui est le XR Studio, où en fait, les intervenants sont immergés dans la technologie et en fait la caméra, il y a un tracker qui suit, on est vraiment dans une expérience immersive digitale où on peut amplifier en fait les émotions. Mais encore une fois, mettre au service notre art pour ce type d'expérience derrière un écran pour un public et derrière les écrans, lors de conventions de plénière ou d'événements digitaux, j'ai peur que ces interventions artistiques soient perçues comme un entracte ou comme vulgairement, je dirais une pause pipi ou quelque chose qui soit pas vraiment, voilà, que ce geste artistique, chorégraphique qui vient se mettre lors d'événements ne soit pas considéré pleinement comme une œuvre artistique. C'est juste... Après, je pense que c'est bien, il y a des choses à faire là-dedans au niveau digital, au niveau figital, au niveau... mais bon, ça ne fait pas tout. En fait, voilà, l'offre digitale ne fait pas tout. Et encore une fois, selon le secteur culturel dans lequel on est, il y a aussi des inégalités. Donc voilà, par exemple, le cinéma, quand même, c'est un média qui est déjà plus prépondérant à ce genre de digitalisation que de la danse, par exemple, ou du spectacle vivant. Voilà. Je crois que François Villa voulait intervenir. Vous avez levé votre pouce. Ah, non, c'était pour dire que c'était très bien. Ah, d'accord, pardon. Mais en même temps, moi, je suis un bavard, alors il faut faire attention parce que moi, je peux intervenir tout le temps, donc du coup, il faut mieux répartir. Non, mais dans ce que disait Lionel, c'est que le truc, c'est qu'à force de proposer des choses justement en vidéo, comme ça, j'ai peur que cela banalise un peu la fonction du spectacle et de son essence, quelque part, justement. On dit, bah, tiens, mais ça devient, et justement, que ça le rende plutôt accessoire alors qu'il est essentiel. Et moi, c'est cette banalisation-là, moi, que je crains plutôt donc, de tout. De pouvoir montrer, parce que du théâtre aussi, du théâtre en vidéo, c'est pas la même chose, quoi. Enfin, vraiment, on peut entendre un texte, oui, très bien, mais au théâtre, on regarde les acteurs, le plateau, les décors. On regarde pas forcément celui qui parle, on regarde aussi on fixe son regard sur l'acteur que l'on a envie dans un spectacle Eh ben, c'est pareil, le regard il circule comme ça, tandis que c'est vrai que dès que c'est recapté par rapport à la vidéo, on a beau avoir le meilleur matériel qui soit, ce ne sera plus la vision du spectateur, mais ça sera la vision du cadreur qui nous retransmet l'image, et c'est son interprétation. On passe par le filtre de son interprétation, donc c'est vrai que c'est encore autre chose. Alors là, on s'est passé, c'est vrai, du côté du public et de toute la réception sensible du public. Je voulais aussi vous poser une question, plutôt peut-être pour Anne-Sophie, peut-être pour Lionel aussi, ou encore Agathe. Je voulais vous demander, en tant que professeur, ou en tout cas en tant que acteur culturel qui souhaite apprendre à l'autre, à un élève, ou quel qu'il soit, comment vous vivez ça, ce rapport entre professeur et élève, avec tout cet enjeu finalement des élèves, des jeunes qui se lancent dans un secteur qui aujourd'hui est très affaibli et qui doivent se dépatouiller pour faire des vidéos, pour participer à des concours, pour suivre ces cours par Internet. Qu'est-ce que vous pensez, quel impact cela a-t-il sur la culture dans le futur? Pardon? Alors, qui voulait parler, pardon? Je ne sais pas. Qui parle là? Je ne vois pas, du coup.
Anne-Sophie, peut-être vous pouvez commencer et ensuite on donnera la parole à Agathe. Oui, mais il y a aussi plusieurs choses dans votre question. Moi, mon ressenti en tant que professeur, c'est que on essaye de continuer à transmettre quelque chose parce que déjà dans les textes, on n'est même pas obligé de continuer à enseigner à distance parce que justement, on n'est pas tous égaux au niveau des équipements en tant que professeur, au niveau de la connexion Internet. Mais moi qui suis quand même payée, parce que je suis dans un conservatoire de la fonction publique, alors que contrairement à des collègues qui sont dans des associations où là, s'ils n'assurent pas leurs cours, c'est la clé sous la porte parce qu'ils perdent leur public. Donc nous, on a une petite garantie de garder du public, mais on n'est pas à l'abri de perdre nos élèves quand même, parce qu'au bout d'un moment, le deuxième confinement, le premier, effectivement, on innovait beaucoup, il y avait un petit côté un peu marrant, et puis là, le deuxième confinement, on sent en plus l'essoufflement et les manques de motivation. Mais du coup, pour moi, c'est quand même essentiel d'essayer par tous les moyens d'assurer les cours et quitte à déborder, quitte à réaménager mon emploi du temps, parce que pour les petits et pour les grands, ça ne va pas être la même chose. Pour les petits, tous les débutants, c'est sûr que s'ils n'ont pas le contact, le prof et l'interaction humaine, c'est énorme, donc c'est du temps, il y a les parents qui sont avec nous, pour ceux qui ont la chance d'avoir les parents qui s'impliquent, donc voilà, mais du coup, j'essaye par tous les moyens. Je me renseigne sur les outils utilisés. Je vois dans les classes de mes enfants les Padlet avec les professeurs, donc on utilise aussi ça. Ça se met en place petit à petit. Le conservatoire nous met des smartphones à disposition, mais vous imaginez que faire les 20 heures de cours dans un tout petit carré de téléphone, donc c'est mieux chez nous avec nos ordinateurs finalement, mais on n'a même pas de prime pour utiliser notre équipement. Enfin, c'est très complexe. Donc, il y en a qui fonctionnent par enregistrement. Ils demandent à leurs élèves de s'enregistrer, puis ils font un retour par téléphone. Après, on voit déjà, on n'a pas tous les mêmes outils, mais il faut voir ce qui fonctionne entre Skype, WhatsApp, etc. Mais pour moi, même s'il y a un côté compliqué avec, donc je passe les détails, des yeux rouges, les 4 heures sans bouger sur sa chaise et tout ça, et puis le fait qu'il n'y ait pas de contact avec l'instrument, quoi. Mais faut quand même, pour moi, il faut quand même essayer. Et pour parler des moyens utilisés pour garder leur motivation, ça peut être tout. Ça peut être justement ce que les parents ne vont pas faire pour les enfants, c'est leur amener, leur dire il y a tel concert ce soir en direct qui va être donné par le Quatuor de Bussy, ils sont à Lyon. Enfin, trouver des choses pour les motiver. Voilà, et puis il y a des artistes, j'en profite pour dire qu'il y a des artistes aussi qui mettent, qui font des concerts, qui continuent à faire leurs concerts filmés. Enfin, ça, voilà, tout le monde suit l'actualité, mais que si on... Voilà, c'est une façon aussi de continuer à faire vivre la culture, de soutenir ça, quoi. Voilà, pour moi, il faut essayer malgré tout et envers et contre tout de transmettre. Et puis après, en tout cas, pour les conservatoires de la fonction publique, on a une partie des cours en présentiel aussi, donc pour les élèves des classes à horaires aménagés, donc en partenariat avec l'Éducation nationale, on peut les voir un tout petit peu quand même. Enfin, ceux-là, même si ce n'est pas la majorité de nos élèves, on peut les voir. Et puis les élèves de 3e cycle aussi. Donc ça, c'était une chance pour le deuxième confinement. Donc si au moins on peut garder cet équilibre. Mais donc en cours individuel, ça fonctionne, mais les cours collectifs, c'est la catastrophe. Enfin, voilà, parce que c'est plus dur, sauf ceux qui font un peu de présentiel, mais ce n'est pas la majorité de nos élèves. Donc voilà, pour la partie enseignement, en tout cas. Merci. Oui, merci beaucoup de cette réponse. Peut-être que Agathe voulait... Oui, je ne sais pas si vous me voyez là, toujours. Non, pas pour l'instant, mais on vous entend, c'est le principal. Ok, moi je dirais, alors c'est l'aspect, tout ce qui est corps, hein, sensorialité, proprioception et les placements qu'on va repérer très bien quand on est en présentiel, quand on va faire le tour d'une personne, par exemple, pour voir si, quelle est sa posture, est-ce qu'il y a un bon ancrage, est-ce que
la respiration est bonne? Est-ce que tout ça, en fait, ça manque? Parce que tout ça, ça passe pas par l'écran. Ça passe très difficilement. On ne va pas voir si les pieds ont, enfin, je ne sais pas, ne serait-ce qu'un bon écartement ou est-ce que la personne, elle est plus sur quel appui? Enfin, tous ces petits détails qui font que bon, bah, le placement du corps, plus en avant, plus en arrière. Alors, voilà, sur tout ce qui est enfin, travail d'équilibre, tout ça, ou en cirque, moi, à un moment, je ne veux pas enseigner le trapèze, la boule de cirque, tout ça sur un écran. Je trouve ça hyper compliqué. Alors, il y a des choses qu'on peut faire passer. Hein. Bon, ça nous permet de développer aussi des ressources d'imagination et tout ça. Mais il y a un moment, c'est quand même limité quand on sait que qu'est-ce qu'on va... Enfin voilà, tout ce qui est sensorialité, comment on peut savoir que bon, le gainage il est bon, enfin bon, toutes ces choses. Et ne serait-ce que le lien avec les autres, parce que tout ça c'est motivant. Tout ça c'est, on va se marrer dans un groupe. Il y a un égrégore qui se passe. Ça, même avec un Zoom avec 15 milliards d'écrans, on ne ressent pas les gens qui sont à côté de nous. Et ça, c'est dans n'importe quel art, même dans une salle de cinéma. Ce truc qui fait que d'un coup, je ne sais pas pourquoi, on va se taper un fou rire qu'on ne se serait pas tapé à la maison, en fait. Tout ça parce que c'est communicatif et que, j'en sais rien, moi, j'en sais rien, dans un public ou même dans un cours, il y en a un qui pète, ça détend l'atmosphère et on va faire une association d'idées pour apprendre mieux. Enfin voilà, je parle de choses à la con, hein, mais c'est vrai que l'enseignement, il est fait de tout ça. Et ce n'est pas que des choses cérébrales que nous demande un écran, ça ne demande que des... Enfin, je veux dire, ça ne fait appel que à l'ouïe et à la vue. Et on n'a pas, voilà, on n'a pas l'odorat, c'est pas pareil, quoi. Ça, c'est sûr. Et toutes les émotions qui sont passées entre... Enfin, qui sont essentielles. Et ça, bon, bref, après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'adapter, mais il y a toute une part, comme disait Lionel, ou je ne sais plus les prénoms, je suis désolée, et Anne-Sophie, il y a, voilà, c'est des dimensions qui sont inhérentes à l'humanité, quoi. C'est vrai que... C'est sûr. Oui, c'est sûr. Merci. Et ça me permet de rebasculer sur une autre question. Vous y avez déjà partiellement répondu. Mais comment vous, dans votre pratique, vous avez pu appliquer les gestes barrières, les gestes de protection sanitaire, par exemple dans la danse, le dernier spectacle que j'ai pu voir, rien que de voir en fait les danseurs avec des masques, c'est vrai que ça coupait toute une partie sensible et ce caractère d'humanité là dans le spectacle. Mais de votre point de vue, enfin, là dans votre pratique, comment est-ce que vous le vivez? Comment vous arrivez à appliquer ces gestes barrières? En montant sur échasse. Ça, c'est vrai. Non, bon, bref, c'est accessoire. Mais après, sur le sol, oui, c'est... Bon, je laisse la parole aux autres. Après, au niveau des musiciens, nous, on n'a pas la consigne. Je pense que c'est inégal partout aussi. Mon dernier concert, c'était le 18 septembre, donc c'était avant le confinement. Mais il y avait déjà pas mal de consignes. Pendant les répétitions, on devait être masqué un maximum. Et donc, pour les chanteurs, c'est compliqué, hein. C'était un requiem de Mozart. Donc déjà, il faut savoir que pour les musiciens, il y a les problèmes des soufflants. Donc eux, ils ne peuvent pas jouer avec un masque. Donc, et moi, en tant qu'instrument à cordes, je peux mettre un masque. Et puis, il y avait les chanteurs au-dessus de nous. Et donc, finalement, il a été décidé que au moment où on joue jusqu'à notre siège, on a le masque. Et au moment où on joue, on l'a plus. Ce qui est en fait très bête parce qu'on était dans une église, on était resserrés, on avait décalé le public.
Et moi, je me suis posé la question, mais est-ce que je garde le masque? Parce que finalement, les chanteurs solistes, ils devaient être devant, ils ne pouvaient plus rester devant pour pas cracher, enfin envoyer la projectile sur le public. Donc finalement, ils se sont retrouvés au-dessus de moi. Et je me suis posé la question, est-ce que je reste masquée quand même, alors que tous mes collègues sont pas masqués, parce que sinon je vais me prendre les postillons du ténor. Enfin voilà, donc il y a plein de situations incongrues. Dans l'Orchestre national de Lyon, il me semble que les flûtistes, c'est ceux qui sont jugés les plus dangereux parce qu'ils projettent à 10 mètres, donc ils sont entourés de murailles, de murs en plexi, là, des pupitres avec des plexis pour se protéger. Donc ça fait revoir le répertoire. Enfin voilà, mais moi c'est pour dire qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions. C'était bizarre de voir tout le public masqué en face, mais ça faisait quand même du bien enfin voilà, le contact avec le public était là et c'était le principal, quoi. Donc d'ailleurs c'était encore plus touchant parce que les gens étaient masqués justement et qu'ils étaient quand même là et que l'église était quand même remplie, quoi. Donc après voilà, si ça redémarre, enfin j'embraye sur un autre sujet, mais ça va dépendre de la jauge de la salle, de comment on fait venir le public. C'est comme dans les lieux de culte. Si les lieux de culte rouvrent et qu'on met que 30 personnes dans les églises, bah alors est-ce qu'on met 30 personnes dans une grande salle de concert? Voilà, il va falloir adapter. Enfin, voilà, je suis un peu partie sur autre chose, mais voilà, les conditions sanitaires sont très différentes et il va falloir se redire tout ça. Là, je crois que Roselyne Bachelot a dit on va pouvoir rouvrir les salles de concert à partir du 15 décembre. D'ailleurs, c'était même pas clair, hein. Ils ont dit, le président a dit musée, salle de cinéma et théâtre. Ils n'ont pas parlé de salle de concert. Donc moi, au début, je pensais que ça rouvrait pas, mais finalement, ça réouvre quand même. Mais par contre, les chanteurs ne pourront pas réellement chanter. Enfin, ça, c'est pour la partie enseignement aussi. Les chanteurs ne pourront pas... Donc voilà, et pour moi, il y a encore plein de points imprécis et c'est d'autant plus difficile pour la culture que pour d'autres domaines de préciser tout ça. Voilà. Je laisse quelqu'un répondre. Moi, je vais répondre à ta question, Emma. Nous, c'est simple, on les a vraiment appliqués, les gestes barrières, puisqu'on ne s'est pas vu. En fait, on n'a pas eu de spectacle, tout a été annulé, tout a été reporté. Notre dernier spectacle, c'était en février, donc ça remonte, j'ai l'impression que ça a une éternité. On a eu la chance de faire quand même une activité pendant l'été où en fait on a fait un projet avec la DRAC, Ouvrir le monde, où en fait on a pu mettre en place un atelier de danse et nouvelles technologies avec les enfants ici à côté, à Saint-Paul-de-Vence, où on était à l'auditorium et on a fait une installation interactive. Et là, on a eu 120 enfants. Les plus petits n'étaient pas masqués, les ados étaient masqués. Et on a dû faire du coup, ils étaient 120, on a fait 12 groupes de 10. Et après, dans l'installation et dans l'atelier danser, en fait, on mélangeait danse, magie et interaction vidéo. Et dans l'atelier, en fait, on faisait en sorte aussi de mettre des contraintes d'espace et qui étaient en fait qui ont servi à la création aussi technologique. Donc en fait, on avait des contenus médias qui se plaçaient autour et en fait, les enfants interagissaient et se faisaient passer la lumière. Enfin, voilà, il a fallu être aussi créatif et s'adapter à ça. Quelque part, ça a été une contrainte qui a mené à une création graphique et interactive. Mais voilà, ça reste une contrainte où on a été limité de par le nombre d'enfants qu'on pouvait avoir dans le théâtre. Voilà, un exemple. Merci beaucoup. Maintenant, on voulait vous poser une question par rapport à différents sujets, par rapport au statut d'intermittent qui est déjà précaire en règle générale et qui l'est d'autant plus en ce moment. Est-ce que vous souhaitez peut-être nous parler sur ce point-là ? Peut-être Anne-Sophie, vous avez déjà répondu en tant que professeur qui avait déjà des allocations particulières, mais je pensais dans le spectacle vivant, au niveau de la danse, du cirque, est-ce
Est-ce que vous avez des aides particulières ou pas? Alors, je sais que le statut d'intermittent a été allongé jusqu'à juin 2021. Moi, je ne suis plus intermittent, ma compagne l'est encore, elle danse encore. Je pense qu'il y a une demande qui va être remontée pour que ce soit allongé à nouveau. Après, comme tu viens de le dire, en fait, ça a toujours été un statut précaire. En fait, l'artiste intermittent va chercher de contrat en contrat. Et en fait, ça a toujours été précaire, mais là, ça vient renforcer en fait cette précarité-là. Après, j'ai pas vraiment de solutions. Enfin, là, les solutions, elles viennent plus par rapport à ce qui doit être mis en place en termes d'aide du gouvernement et surtout à la relance en fait du secteur du spectacle vivant et surtout de se réconcilier, je pense, le public, parce qu'en fait, on a besoin du public pour vivre. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas de spectacle. S'il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'intermittent. Donc, voilà, c'est un tout. On fait partie d'un tout. On est un maillon de tout ça. Et je pense que la solution, c'est vraiment de travailler ensemble avec le gouvernement, avec le secteur culturel, avec les artistes. C'est vraiment ensemble qu'il faut trouver ces solutions. Moi, ce que j'ai compris pour les intermittents, c'est qu'ils vont pouvoir garder leur taux journalier d'indemnité, mais ça le fait chuter, puisque en fait, plus on fait de concerts, enfin, le but, c'est de faire de concerts, beaucoup de concerts sur un temps donné, quoi. Enfin, voilà, en 10 mois, c'était... Donc là, ils ont rallongé la période pour faire tous ces concerts, et puis, mais du coup, ça fait chuter le taux, et il y aura, je pense, un seuil minimum pour indemniser tous les artistes, mais ouais, c'est une catastrophe, quoi. C'est quand même même si tous les gens, enfin déjà l'État doit aider plein de secteurs sinistrés, donc voilà, ça, soit certains pensent à une reconversion, soit voilà, faut s'accrocher, et en plus tout le monde n'a pas le droit à l'indemnité selon si c'était le début du statut, parce qu'il faut compter ses heures, si c'était un statut qui était déjà mis en place, voilà, donc c'est quand même très compliqué et très précaire. Donc moi, je pense que oui, c'est ça. Soit il va falloir les aider plus, débloquer plus de fonds, et puis après, effectivement, trouver les solutions pour que ça reprenne. Et je repense à ce que je disais tout à l'heure sur les conditions sanitaires. Donc je vois bien qu'en tout cas, en grand groupe, c'est impossible. Enfin, en tout cas, les musiciens, quand on lit même à deux sur le même pupitre, il faut repenser effectivement le format du concert et faire des petites formations. C'est ce qui se fait même dans d'autres pays pour que les gens n'aient pas peur de venir au concert et puissent être sûrs d'être protégés en venant écouter un concert et que ce soit possible. Donc revoir les œuvres, la programmation et effectivement se réinventer. Et donc, il y a un côté... de toute façon, ça ne va pas durer éternellement non plus. On pourra rejouer en grand groupe, en orchestre symphonique, mais pour l'instant, c'est sûr qu'il faut faire des concessions pour que ça puisse redémarrer. Donc, j'espère qu'on pourra trouver un compromis. Et après, en attendant, moi, pour ma part, en tant que musicienne, quand j'en profite pour le dire, parce que c'est important aussi, même si là, c'était en dehors du côté professionnel... je suis dans une résidence, du coup j'ai joué pour mes voisins, pour les personnes âgées, je me suis mise dehors, et puis ceux qui voulaient, c'était le concept du concert apéro, voilà, et c'est vrai que si on peut jouer, ça rejoint un peu ce que disait aussi Agathe par rapport à la rue, essayer voilà, d'apporter la culture, de trouver des nouveaux formats de concerts, pourquoi pas, pour jouer dans des EHPAD ou pour jouer... voilà. Mais bon, ça, là, je sors un peu de la question des intermittents, parce qu'eux, ils peuvent pas jouer gratuitement. Donc ça, c'est un autre problème et c'est une grosse catastrophe. Et donc, voilà, quand on voit qu'il y a des manifestations dans les rues avec que les syndicats proposent des choses, c'est difficile, parce que non, on sait bien que la culture n'est pas considérée comme non essentielle, et on sait bien que c'est pas ça. C'était effectivement une fausse question, comme l'a dit Michel et puis un des spectateurs là ce soir. Est-ce que c'est un faux débat? Évidemment que la culture est essentielle, mais comment on peut faire pour réussir à
à jouer quand même, à maintenir le spectacle vivant. Voilà, mais c'est la même question que pour les restaurateurs, que pour... voilà, c'est complexe, mais il faut quand même trouver en urgence des solutions. Et en étant, avec toutes les mesures sanitaires pour que ça puisse fonctionner. Donc après, à chaque artiste et à chaque secteur culturel de proposer des solutions et de travailler tous en équipe pour apporter des réponses. Voilà, de mon point de vue. Oui, justement, je voulais vous poser la question au niveau des offres virtuelles qui sont proposées. Finalement, que pensez-vous de la place des acteurs culturels indépendants face aux géants du numérique tels que Netflix, par exemple? Enfin, la place des cinémas indépendants face à cette offre virtuelle qui est très forte? Notamment Michel et François, si vous voulez répondre au niveau des cinémas, ce que vous en pensez? Je vais peut-être commencer par rapport à cette dichotomie entre le petit indépendant et le grand méchant Netflix. Moi, j'ai l'impression qu'on a bien besoin des deux et il faut essayer de s'organiser pour que l'un ne puisse pas manger l'autre. Les Netflix, les Netflix, je veux dire Amazon, Google Play, etc., ils ont pu ils sont qu'ils se de la création des petits indépendants. Ils sont donc, on est dans un cadre d'interdépendance mutuelle. Netflix, s'il n'y avait pas les petits indépendants, n'existerait pas. Et ce que peuvent faire les Netflix pour les petits indépendants, c'est d'ouvrir des portes, des fenêtres qui leur permettraient d'être mieux connus qu'ils ne le seraient pas autrement. Ce qui me semble vraiment important, c'est de comprendre que le petit indépendant, il existe, il peut développer sa créativité parce qu'il est dans un contexte de rencontre avec les autres, il est dans un contexte d'individualité, tandis que Netflix, si je ne prends que ce nom-là, s'inscrit dans une Monsieur Noll, je ne sais pas si vous m'entendez. Si c'est possible, peut-être de couper votre caméra pour qu'on vous entende mieux et que ça coupe moins. On ne vous entend plus du tout. Qui efface tout individu. Et entre les deux, nous avons tous non seulement une sorte de... À l'heure, quand la connexion sera meilleure, je reprends. Ok. Est-ce que c'est mieux? Non? Là, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux. C'est mieux comme ça? Oui, on vous entend. Bon, alors, je pensais souligner que nous vivons cette crise et comme ça a été souligné plusieurs fois, je crois que nous avons intérêt et même une responsabilité collectivement, chacun dans son domaine, penser à réinventer une nouvelle normalité. En sortant de cette crise de Covid, le cinéma ne sera plus ce qu'il était avant. Les concerts ne seront plus ce qu'ils étaient avant. Le spectacle vivant qui est très, très, très touché par cette crise, On est désolé, mais on vous entend
entend plus du tout. Peut-être, François, si vous voulez prendre la parole pour répondre à la question. En attendant que le micro de Michel puisse revenir, oui, c'est vrai que pour moi, Netflix pose Oui, bien sûr, il faut coexister. Mais le gros problème, moi, je travaille beaucoup avec des distributeurs quelque part. Les films n'intéressent pas Netflix parce que Netflix recherche un profit immédiat, alors que du coup, les distributeurs travaillent sur le long terme. Je veux dire, comment dire, travaillent sur des carrières de réalisateurs, de réalisatrices, quelque part qui fait au long du chemin et c'est pas un effet comment dire, immédiat, sauf si par chance le film a une sélection à Cannes ou quelque part qui a tout de suite un focus comme ça. Alors du coup, c'est vrai que Netflix a un gros problème pour moi parce que du coup, c'est un outil de consommation un peu quelque part de moi parce que du coup, je fais un peu, quelque part, je me bats un peu contre Netflix et dès que j'entends le mot, ça m'irrite et j'entends beaucoup. Oui, je vais regarder Netflix. Je regarde Netflix, je ne dis pas, tiens, je vais regarder le dernier Tarantino, justement, que j'ai pas pu voir, qui va passer sur Netflix. Non, je regarde Netflix. C'est comme un robinet, quelque part, on dit, t'en veux de l'eau chaude? Ben oui, on tourne dans de l'eau chaude. Et le gros problème, c'est que du coup, on revient par rapport au début, l'esprit critique, tout ça, c'est que quelque part, ce monopole empêche, pour moi, empêche les autres de, comment dire, de passer. Dans le cinéma, on a déjà connu ça déjà, si on regarde bien, avec la création des multiplex ou quelque part avec les cartes des multiplex, quelque part, avec une carte, c'est magique, vous achetez la carte UGC, tiens, vous pouvez aller autant de fois que vous voulez dans le mois avec cette carte. Et, enfin, du coup, résultat, j'ai cette carte, je vais, et je ne vois que les films UGC qui me sont proposés par UGC. Ça ne veut pas dire que tous les films sont proposés UGC. Donc, qui sont dans d'autres circuits, eh ben, je n'y ai pas accès. Netflix, c'est pareil. À partir du moment où on se dit, tiens, on a un abonnement Netflix et que, du coup, quand même, tiens, avec ça, tiens, j'ai 150 séries, 200 films. Voilà, bon, mais résultat, les plateformes qui sont à côté, qui proposent autre chose, de mémoire, j'ai à 25e heure, il y a Filmo TV, il y a Univers Ciné, et bon, d'autres, voilà, donc du coup, qui proposent des choix comment dire, qui tous réunis ne feront pas, comment dire, une bouchée, sont qu'une petite bouchée face à Netflix. Donc du coup, c'est vraiment que c'est un. Et le pire, c'est que dans ce premier Covid, je crois que c'est Netflix a été vainqueur un peu, qui a gagné. C'est eux qui ont gagné vraiment sur tous les autres, dans tous les pays où ils sont installés. Et ils ont gagné vraiment beaucoup d'argent sur des films, quelque part, tant mieux pour les ayants droit ou ça, mais d'autres films, quelque part, qui sont restés vraiment, comment dire, comment dire, en carafe. Alors du coup, je ne sais pas comment Netflix peut aider les autres. Là, c'est vrai qu'il y a un gros problème parce que c'est une plateforme américaine. On avait vécu un peu ça avec l'arrivée de Canal+, il y a très 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 longtemps, où quelque part il y avait une obligation pour Canal+, parce que comme ils diffusaient beaucoup de cinéma, eh bien, du coup, résultat, il fallait qu'ils puissent réinjecter de l'argent dans la production des films en France. Pour Netflix, c'est pas le cas. Donc, où j'ai pas tout suivi. Mais donc, du coup, le gros problème, c'est que, ouais, malheureusement, le cinéma sera plus comme avant, mais il faut que le cinéma continue à être le cinéma et que on puisse retrouver toujours de l'émotion sur un grand écran et même sur aussi un bon film reste toujours un bon film. Très bien aussi aujourd'hui avoir un grand écran chez soi et on profite. Mais l'important, c'est de savoir qu'on puisse avoir le choix et non pas quelque part qu'il y a une sorte de monopole qui impose ses choix. Je ne sais pas si c'était très clair. Je ne sais pas si c'était très clair. Je ne sais pas. Si je peux rebondir là-dessus. Oui, je pense qu'en fait, pointer du doigt Netflix ou les GAFA, en fait, ça suffit pas ou ça suffit plus, et que quelque part ils sont là, on doit coexister, ça c'est une certitude, et que je pense que c'est aussi aux artistes. Après, je suis pas dans le cinéma ou l'audiovisuel non plus, enfin dans ce sens-là de réalisation de films, mais je pense que oui,
comme dans d'autres secteurs, on a d'autres types de plateformes. Je pense que c'est vraiment aux artistes et aux nouvelles générations de trouver en fait le pivot, de se réinventer et que la nouvelle génération elle puisse trouver ces nouvelles formes de présentation, ces nouvelles formes de communication avec ces plateformes-là, parce qu'en fait, on ne pourra pas aller à l'encontre en fait, de ce changement-là. Donc, c'est où on prend ce changement, où on est mis à l'écart, en fait. Donc, je pense quelque part, c'est vraiment aux artistes et aux nouvelles générations d'exploiter voilà, ces outils-là, même si, oui, ça peut être compliqué de rentrer dans un format qui n'est pas forcément dans lequel on aimerait correspondre. Mais si on veut toucher justement des publics, je pense qu'il faut faire cet exercice-là quelque part, comme on peut, mais aussi que ces plateformes-là viennent toucher aussi des publics qu'on n'aurait pas accès en fait. Et que ces publics-là qui prennent le choix de regarder ces plateformes-là, ça reste un public. Et après, moi, je pense aussi qu'en fait, c'est pas forcément nous qui choisissons notre public, c'est plus le public qui nous choisit. Donc voilà, c'est un point de vue que j'ai là-dessus voilà, c'est que souvent on pointe du doigt, oui, les gros. Après, c'est vrai que c'est totalement injuste de par le reversement des impôts, des taxes et du fonctionnement économique que ça peut engendrer. Mais je pense qu'en tant que créateur et artiste, surtout pour les jeunes, j'ai envie de dire ça, il faut exploiter ces plateformes-là, quoi. Moi, je pense que, bon, je vais faire un peu d'érudite, mais je trouve que c'est pas du tout les mêmes. Enfin, voilà, il faudrait choisir entre telle façon de manger ou telle façon de manger. On peut aussi se dire que tout ça, c'est important, mais c'est pas la même chose. Ça n'amène pas, c'est même pas sur les mêmes plans, sur les mêmes dimensions pardon, je suis désolée, je dois gérer en même temps la famille. Et c'est pas sur les mêmes plans. Donc en fait, tout ça, c'est intéressant, mais c'est-à-dire que c'est pas l'un au détriment de l'autre. Et là, c'est vrai que voilà, on a l'impression que tout est fait pour que ce soit ces grosses plateformes qui prennent le dessus par rapport aux indépendants, aux petites compagnies, aux associations, à tout, enfin, toute cette diversité et ces choses. Après, je suis complètement d'accord avec toi, hein. C'est sûr que là-dessus, on est tous en train de se faire manger par les gros. Mais je pense qu'il y a justement un pivot à trouver pour s'exprimer là-dedans quelque part, pour justement pas rester petit, enfin pas pour disparaître en fait, quelque part. Ouais, c'est vrai qu'en termes de spectacle vivant, c'est pas évident comme exercice. Je pense que on se retrouve tous un peu pour l'instant bloqués. Mais bon, la nature a horreur du vide. On va trouver des solutions, les artistes. On est tout le temps en train de s'adapter. Moi, je suis intermittente depuis plus de 20 ans. Je suis aussi auto-entrepreneuse parce que là, j'ai aussi une autre activité depuis peu, mais parce que en effet, le métier d'artiste, voilà, c'est précaire. Mais c'est pas un statut qui est idéal. On est tout le temps en précarité. On sait jamais chaque année comment on va être mangé. Et là, on est mangé. On sait pas non plus. C'est vrai qu'ils ont reporté jusqu'au mois d'août là. En tout cas, les indemnités. Mais bon, personne. Si, il y a des gens qui font leur date, mais il y en a très, très, très peu. Et du coup, ce qu'ils vont faire dans 6 mois, on n'en sait rien au final. Ils ont reporté pour que les gens puissent faire leur date, mais en fait, les gens ne font pas leur date. Donc, ça se trouve, d'autres décisions vont suivre, ou pas d'ailleurs. On en verra. Mais et comment s'adapter à ça? Je sais pas. Justement, on va en profiter pour rebondir sur ce que vous dites. Est-ce que vous, personnellement,
tous les cinq, vous avez des idées, des espérances vis-à-vis du gouvernement pour les mesures qui pourraient être prises en place, qui pourraient faciliter votre activité, que ce soit pas spécialement des revendications politiques, mais peut-être des pistes de réflexion. Vous y avez pensé à ce qui pourrait être mis en place ou justement ne pas être mis en place à ce niveau-là? Moi, je ne sais pas si c'est au niveau du gouvernement. Enfin, les solutions concrètes et pratiques, enfin, si, évidemment, il y en a au niveau du gouvernement, mais à l'échelle personnelle, ça serait des conseils à donner d'écouter la radio. Déjà, c'est le premier, avant même Internet, des radios, que ce soit pour le jeune public, enfin, pour tout public, quoi. France Musique, des émissions culturelles. Parce qu'on peut... Voilà, il y a des super émissions, l'émission d'Augustin Trapenard, enfin, je sais pas, c'est Boomerang, pour écouter des points de vue d'artistes. Voilà, regarder des concerts à la télé. La télé, c'est aussi le plus accessible. Mais bon, bah, voilà, même si l'émotion ne sera jamais la même, en attendant, voilà, écouter des directs, des rediffusions. Et après, bah, moi, en tant que prof, après, comme je touche à des... Enfin, c'est des interactions avec des familles souvent qui sont musiciennes. Donc moi, j'essaye de dire, essayer, enfin, du coup, c'est applicable, déclinable pour tous les arts, mais essayer de faire de l'art en famille, plus que... Parce que c'est le premier confinement, en tout cas, il nous a permis d'expérimenter ça aussi, parce qu'on était plus entre nous que d'habitude. Et voilà, et continuer à lire des livres, regarder des films ensemble et discuter, communiquer à l'intérieur. Ça, c'est à la petite échelle, quoi. Après... voilà, pendant qu'on n'a pas le choix. Mais bon, ça, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais voilà, après, je sais pas si d'autres voient d'autres solutions. Voilà, c'est des solutions au niveau des artistes, ou jouer enfin, jouer pour les autres quand on peut dans son dehors, ou dans sa résidence, ou voilà. Mais oui, au niveau du gouvernement, après, je ne sais pas si vraiment ils peuvent agir. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, enfin, que l'Opéra de Paris diffuse des spectacles et gratuitement, ça, voilà. Voilà. Si d'autres peuvent prendre la parole sur le sujet pour compléter ça, allez-y. Regarder les spectacles de l'Opéra de Paris sur Facebook, on l'a fait, mais bon, c'est pas non plus, encore une fois, c'est pas du tout la même chose. C'est chouette de voir que ça existe. Je pense que les solutions, elles vont sortir au fur et à mesure des créations, et que de plus en plus d'artistes vont pouvoir proposer différents formats, différents types de créations digitales, figitales, hybrides, live, jauge réduite, masquée ou autres. Enfin, il va y avoir plein de choses qui vont être proposées, je pense. De toute façon, c'est un peu propre à l'artiste, au créatif, de toujours trouver quelque chose pour pouvoir s'exprimer. Je pense que voilà, l'important, c'est d'aller de l'avant et comme d'habitude, de faire preuve d'adaptation et d'imagination, quoi. Ça va être un peu à chacun, enfin, chacun dans son coin, mais aussi collectivement, parce qu'après, par exemple, pour les cours, il faut juste que le gouvernement, quelque part, nous autorise de travailler et de se réunir, de se rassembler. Ça c'est la part un peu du gouvernement, c'est de voilà, veiller à ce que, enfin, à toutes les restrictions, à lever les restrictions une fois que ce sera possible. Mais à nous, artistes, après, je pense de se concerter, d'aller de l'avant et d'imaginer de nouvelles formes, en fait, je pense. Enfin, ouais, je pense. Voilà, c'est ce que pour essayer de répondre, ouais, je crois que les mesures qui ont été proposées, qu'est-ce qu'on peut attendre du gouvernement, mais pour moi, il y a eu quand comment dire, là, en fin de compte, on dirait pas que là, je vous parle de Barcelone. Barcelone, la situation est encore différente. Mais par contre, Barcelone a appliqué le couvre-feu, mais quelque part, on essaie de maintenir, avant qu'il y ait un couvre-feu total avec l'arrêt des spectacles, mais pendant un bout de temps,
ils ont maintenu le spectacle et le cinéma avec justement de dire allez au cinéma, allez au théâtre, et avec votre ticket, vous gardez votre ticket, vous pouvez rentrer, vous avez 1 heure pour rentrer chez vous pour essayer de préserver le spectacle et cela. Mais qu'est-ce qui a été proposé? Donc, du coup, il y a des concertations avec le ministère, et que du coup, c'est 9 heures et non, c'est 9 heures pile. Bon, voilà. Alors, donc, du coup, voilà, à un moment donné, qu'est-ce que c'est qu'1 heure de plus? Alors que du coup, si on sait que du coup, tout le monde fait attention, voilà. Mais je pense que des fois, il y a c'est pour ça, il y a des propositions qui sont posées, mais qui ne sont pas entendues. Je disais que, comment dire, là, comme je dis, je suis à Barcelone et je parlais avec un libraire, ne parlait pas. Il ne pouvait pas comprendre qu'en France, qui est un pays de culture et comme ça, qu'on interdise l'accès aux livres. C'est des choses toutes bêtes. Non, bon, voilà, on ne va pas se plaindre, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais maintenant, c'est qu'en regardant le futur, oui, il faut trouver des moyens. Moi, je pense un peu par rapport au théâtre, un truc tout bête, justement pour que les choses puissent se régénérer au niveau du théâtre, au niveau des compagnies, ça passe par les festivals, notamment le Festival d'Avignon. Aura-t-il lieu? Le coût pour les compagnies, qui est toujours énorme, eh bien, du coup, est-ce qu'il peut y avoir une aide là-dessus pour les compagnies? Pour les théâtres, qu'est-ce qui peut être fait justement pour trouver une conciliation, pour permettre que les spectacles puissent avoir lieu, que tout puisse avoir lieu, les compagnies, les théâtres, que le public puisse venir, les programmateurs qui programment pour la saison, la saison prochaine et celle d'après, aient envie de revenir. Enfin, oui, c'est mettre en route demande aussi aussi tous ces rouages-là, comment dire, qui sont au-delà au ministère, mais aussi que chaque corps de métier puisse prendre aussi des responsabilités, de faire un geste par rapport comment dire, puisse se faire. Parce que sinon, il ne se passera rien, les choses vont passer dans l'eau du bain voilà, et ça sera, bon, ben voilà, ça sera tant pis. Et alors que ça serait dommage que ça soit tant pis alors qu'on peut faire autrement. Et voilà. Oui, alors on a retrouvé Michel, donc si vous voulez intervenir, allez-y, je vous ai vu réagir tout à l'heure. Il faut juste activer votre micro par contre, s'il vous plaît, pour qu'on vous entende. Voilà, merci. Couper la caméra si jamais le son est très mauvais. Je voulais souligner tout à l'heure que entre ces gros mastodontes et le petit indépendant, je crois qu'on a vraiment besoin de cet équilibre-là. Que les gros soient toujours en quête de maximiser le profit, j'en sais rien. C'est vrai qu'en fait, ils ne sont pas là pour se faire plaisir. Mais ils sont nés grâce au travail des petits indépendants, et c'est là où on doit trouver, je pense, notre force et notre conviction qu'il y aura peut-être plus un jour les Netflix, mais il y aura toujours des petits indépendants. Parce que nous sommes, en fait, nous sommes un peu le nerf de tout ça. Le nerf de la culture, ce n'est pas les Netflix, ce n'est pas les Canal+, ce sont des moyens pour faire appliquer ce que nous savons inventer. Même le cinéma, la salle est formidable, mais ce n'est pas elle qui invente cette culture. Ce n'est pas elle qui est créateur d'émotions, qui est créateur de partage entre les hommes et les femmes. Et je crois que c'est important qu'on n'oublie pas ça, que nous sommes, nous, au cœur, nous les individus, au cœur de tout ce système-là. Alors évidemment, les grosses machines de communication des GAFA, ils vont essayer de nous dire autre chose, mais il suffit de ne pas les croire. Et il suffit de résister,
Je pense que ça c'est important, cet esprit de résistance pour ne pas se faire égaliser, pour garder notre individualité, force de création. Et une autre pensée que j'avais, qui est important pour moi de rappeler, que cette crise, pour moi, est un formidable défi à notre responsabilité collective, individuelle et collective, d'inventer une nouvelle normalité après Covid. Anne-Sophie le disait tout à l'heure, il faut inventer des nouvelles musiques. Il faut inventer une nouvelle manière de faire du spectacle vivant. Et c'est dans ce sens-là que c'est un défi qui nous met tous au pied du mur. Comment vas-tu réagir par rapport à ça? Et nous avons tous déjà eu ça dans nos passés. Peut-être mes cheveux blancs font que j'en ai vu plus que les autres, mais on a à se réinventer, il faut y croire. Et en y croyant, on va développer les énergies créatives nécessaires pour ne pas se faire bouffer, au contraire, pour continuer à exister, à s'adapter à la vie, à fêter la vie. C'est ça pour moi la culture. Sur ces belles paroles, peut-être que certains des spectateurs ont des questions à poser aux intervenants. Je vous invite à prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat. La première question est toujours la plus dure. Il faut que quelqu'un se lance et puis après... Peut-être qu'on peut revenir sur la première question qui avait été mise dans le chat par Monsieur Franck, je ne me souviens plus, Monsieur Franck ici, qui parlait qui demandait quels moyens avaient été mis en place par le gouvernement. Donc, comme on a déjà abordé cette question-là, peut-être qu'on pourrait aborder la question de quels moyens ont été mis en place par des petits collectifs? Est-ce qu'il y a eu une solidarité entre les artistes directement, entre les producteurs, entre les réalisateurs à cette échelle-là déjà? Est-ce qu'il y a eu des moyens mis en place qui sont peut-être plus réalisables que ceux mis en place par le gouvernement? Je me disais que peut-être, en effet, il y a des choses qui se mettent en place. Alors, du coup, pas forcément que au niveau artistique, mais oui aussi, c'est-à-dire d'autres systèmes d'échange, d'autres façons de réfléchir entre d'autres systèmes d'échange, quoi, que l'économie qui est proposée là. Bon, voilà. Est-ce que bientôt on va faire un spectacle contre un panier de légumes? Je ne sais pas. Revenir au système de troc et bon, bah, je t'apprends le trapèze et tu bosses sur un costume ou je ne sais quoi pour continuer à créer parce que c'est quelque chose qui est intrinsèque à l'humain, d'avoir besoin de créer, de transcender, voilà, il y a tout plein de questions qui émergent avec, oui, politique, mais aussi d'ordre spirituel, d'ordre plein de choses qui touchent l'humain, beaucoup d'humains, alors après, voilà, de différentes façons. Hein. Et puis moi, j'ai quelque chose à dire sur le nez, parce que le nez, c'est le plus petit masque qui existe. Le nez de clown, hein, je parle. Hein. Donc, je suis pour le masque, mais rouge. Pour, voilà, rire aussi de tout ça. Repointer du nez.
la culture, les incohérences, voilà, tout ça. Donc, qui fait que chacun, on peut rebondir, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on puisse échanger tous et pouvoir dire, bah, moi, je pense ça, moi, je pense ça, moi, je pense ça, confronter les idées sans être pour, contre, de façon bipolaire, je dirais, ou alors polarisée, j'en sais rien, comme on peut dire. Enfin, c'est dommage hein, de perdre ces échanges de qualité avec tout le panel et le prisme des esprits, des créations, de tous les domaines, pas que artistique. La création, elle n'est pas que dans l'artistique. Voilà, on le voit bien avec, quand on donne des cours, par exemple, il y a une créativité qui se met en place, mais c'est pas du spectacle, mais il y a une créativité pour pouvoir arriver à enseigner à quelqu'un. Ben, on va développer, je sais pas, des chemins. Tiens, j'y arrive pas par là, tu n'y arrives pas par là. Bon, ben, je vais essayer. Et ça se fait. Bon, Et sur ce, justement, pardon, on ça voulait va. savoir, il y a une question dans le chat qui demande si à court terme, vous avez des projets qui sont mis en place malgré le confinement, malgré le couvre-feu, si vous avez réussi à mettre en place quelque chose. Et c'est à tous, hein, bien. Avant, je voudrais rebondir, dire quelque chose par rapport tout à l'heure aux intermittents et par rapport à ce qu'a dit Agathe. Comme je vous disais, je suis à Barcelone et aussi je me dis, bah oui, il faut profiter, avec ce qu'a dit Lionel, il faut trouver un moyen de tirer profit des GAFA. Parce qu'ici, par exemple, pour donner un exemple, les artistes dansent. C'est-à-dire que du coup, donc, les artistes travaillent de leur art et donnent des cours. Et donc, s'il n'y a plus de théâtre, plus de danse, plus rien, et plus de cours, il n'y a plus rien. Donc, du coup, dans ce qui a été utilisé, c'est tous les réseaux sociaux pour dire, attention, il y a tous nos artistes étudiants, jeunes artistes, ou en danger, ils n'ont plus rien à manger, il faut faire quelque chose. Et en fin de compte, il y a eu tout un mouvement où quelque part, où il y a eu un rendez-vous qui était donné et du coup, il y a eu des centaines de kilos de nourriture qui sont apportés pour que ça puisse être réparti pour tous les artistes. Mais du coup, tout ça, c'était grâce au GAFA, quelque part, du coup, a été lancé. Et ça a été des personnes à titre individuel de dire, ben non, mais il faut que les artistes, on ne peut pas penser qu'ils puissent. Du coup, donc voilà, donc, on n'est pas loin, quelque part, de faire du troc, mais du coup, il y a eu ça. Et voilà. Et c'est à ce moment, quitte à commencer sur le sujet, notre festival, l'année prochaine, le Festival de théâtre en français de Barcelone, on ne pourra pas avoir lieu dans la forme qu'on voudrait, rien. Du coup, pas de moyens, ben, du coup, pas de compagnie. Donc, et aussi, voilà. Du coup, on va transformer l'événement. Ça ne sera pas un festival, mais on va faire autour des auteurs de théâtre contemporain qu'on va peut-être faire venir un ou une et faire des ateliers avec, faire des lectures, enfin essayer de travailler un travail plus précis que des auteurs toujours à découvrir, au moins qu'on ne perde pas cette année à ne pas casser qu'on appelle ça, casser l'élan porté par ces cadres, toujours à avoir, comment dire, apporter comment dire, du contenu et permettre aussi entre comment dire, le public qui s'intéresse au théâtre francophone soit toujours voilà, le matin. Merci. Il y a une deuxième question de Ambre Panard. Et je pense que Michel, vous y avez déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Elle nous demande, voyez-vous des conséquences positives de la pandémie? Y a-t-il des éléments à retenir de cette période? Peut-être d'autres façons d'aborder la culture, de la diffuser et de la rendre accessible? Le fait qu'a fait cette crise pour moi, c'est de m'obliger à redéfinir un peu pourquoi je fais ce métier. Parce que dans des moments,
cette année. Cette situation. J'ai dû me dire pourquoi je fais ça, quel est le sens de mon travail. Donc cette crise, dans un sens, dans ce sens-là, elle est terre parce qu'elle nous oblige vraiment à nous dire ben, je fais ça pour telle ou telle raison. Deuxièmement, peut-être sommes-nous à un moment important du développement de nos civilisations, parce que ce n'est pas la première fois qu'un virus cause des problèmes sérieux. Je ne parle pas de la fameuse grippe espagnole, mais il y a eu SRAS, et notre vie civilisationnelle est devenue tellement serrée que peut-être nous aurons d'autres crises de ce type-là. Quand je pense aux avions qui emmènent avec EasyJet ou Ryanair, qui ramènent comme des bêtes des gens sur des îles en vacances, et ils sont tellement proches les uns des autres, et ils sont tellement serrés en quelque sorte que c'est l'individualité qui fout le camp. Et est-ce que ça n'aura pas d'autres conséquences, qu'elles soient sanitaires ou psychologiques, individuelles ou collectives? Donc, je pense qu'il faut se reposer la question pour chacun des arts dans lesquels nous travaillons, que ce soit le vivant, la musique, la danse, le cinéma, la littérature. Quelles sont les places qu'il faut imaginer dans le monde de demain pour ces cultures-là? Et comme c'est une crise planétaire, nous sommes tous concernés. Et c'est dans cette solidarité nationale et internationale se trouve, je pense, une force, une énergie que nous devrions essayer de libérer pour inventer un autre monde de demain. Il ne sera pas totalement différent, mais il aura peut-être un peu plus de place ou un peu moins de place pour la violence dont nous souffrons tous aujourd'hui, un peu moins de place pour l'isolation de certains d'entre nous, un peu plus de place pour une solidarité pour aider ceux les plus précaires et surtout un peu plus d'énergie qui peut donner un horizon aux jeunes étudiants qui peuvent s'imaginer, aux jeunes ou aux vieux étudiants, pour s'imaginer un horizon différent de celui de la maximalisation des profits. Donc tout ça, je n'aurais pas pensé, je pense, sans cette crise. Donc, cette crise, elle a une valeur qui va bien au-delà de la culture. Pour moi, le vrai victime de cette crise, ce n'est pas la culture, c'est le vivre ensemble. Le vivre ensemble, je pense aux EHPAD par exemple, le vivre ensemble où nous sommes plus possible, il nous est plus possible, ou il fut un temps où il nous était plus possible d'aller voir nos proches, nos aînés. C'est quand même terrible. Donc, agissons, réfléchissons, expérimentons ensemble pour trouver une autre manière de nous comporter dans les 2-3 générations qui viennent. Alors, on a une dernière question posée par Philippe et qui rejoint un peu ce que vous dites, Michel, notamment au niveau de l'international. C'est est-ce que grâce à la digitalisation des programmes culturels, vous avez pu élargir votre public et toucher un public international via les offres virtuelles? Je peux me permettre de répondre à cette question? Je vais juste alors la dernière fois la parole pour finir sur cet exemple, et puis après je laisse la place aux autres.
pour moi, c'était le premier confinement, c'était l'occasion de digitaliser tous les films. Et on a pu mettre en place une mini plateforme de VOD, donc un mini Netflix. Chez Netflix, ils ont 3 millions d'œuvres, moi j'en ai 250 pour l'instant, peut-être bientôt 500, mais après ce sera fini. Et avec cette plateforme, on s'adresse aux gens qui aiment le documentaire. Alors, on ne vous entend pas encore, Anne-Sophie. Peut-être mettez votre micro comme ça, vous pourrez partager avec nous. Voilà. Oui. Enfin, moi, c'était un peu pour revenir à la question d'avant que j'ai vu passer, et puis pour rebondir sur ce que disait Michel par rapport au vivre ensemble et au fait de se réinventer. Enfin, la question un peu générale, le sujet un peu général. Du coup, pour moi, je me dis que effectivement, quand il a parlé des EHPAD, des personnes qui nous sont chères, déjà en tant qu'artiste, essayer d'aller plus. Enfin, c'est ce qui se fait maintenant. C'est la culture déconcentrée, les salles de spectacle. Il y a beaucoup plus d'interventions dans les milieux scolaires, même pour des orchestres, des grosses formations, mais aussi en petites formations. Et donc, pour moi, ça, c'était déjà beaucoup. Enfin, ça s'est déjà transformé en fait. Même avant le confinement, voilà, d'aller sur le terrain vers les gens, à la rencontre des gens, plutôt qu'effectivement qu'on garde ce côté où c'est les gens qui vont dans les salles de concert, parce que ça ne marche pas pour tout le monde, et tout le monde, finalement, c'est rendre la question, c'est rendre la culture accessible aussi à tous. Voilà, en tant qu'artiste, c'est notre questionnement, enfin, de nos questionnements, et donc effectivement, réinventer les formats et peut-être jouer, enfin moi pour ma part, en exemple concret, j'ai profité du confinement pour continuer à avancer dans 2 projets. Et donc il y a un projet de spectacle pour enfants, et donc à ma petite échelle, voilà, mais je me dis que si tous les artistes font comme ça, si chacun y met du sien, ça sera un élan de solidarité aussi et de partage. Moi, c'est le premier spectacle, le premier projet, c'est de faire un conte musical pour les enfants. Et donc, du coup, on n'est pas très nombreux. On est 3 artistes, 3 musiciens et une comédienne conteuse. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi faire un format, faire des scolaires et faire en sorte que la culture soit accessible à des enfants qui viennent de milieux qui n'ont pas accès à la culture. Du coup, voilà, je pense à ce projet-là. Et puis l'autre projet, c'est une petite formation aussi de la musique de chambre, et parce que peut-être que du coup ça coûte moins cher aussi pour des théâtres d'embaucher des petites formations. Voilà, donc puisqu'on parlait de se réinventer au niveau du format, je pensais à ça, et que donc ça rejoint aussi ce que disait Agathe, elle qui est plus dans le milieu de la rue et des artistes de rue, et savoir, enfin ça c'est aussi super important. Et après il faut que ça puisse se faire aussi. Enfin là c'est vraiment plus pour le spectacle vivant du coup que je réponds aux questions, mais voilà, je sais pas si puisque les invités de la conférence se posaient ces questions-là, quel format vous proposez. Donc voilà, et pour la danse aussi, Lionel, toi, tu as parlé de réinventer aussi les formats, enfin, tu as beaucoup parlé aussi de le faire par rapport à Internet et au film et à la vidéo, mais peut-être tu disais pour la danse, Lionel, c'était intéressant ce que tu disais, tu parlais d'interaction avec le public. Ouais, c'est ça, il faut plus d'interaction avec le public pour toucher plus de monde aussi aujourd'hui. Donc, c'est en train de... En fait, c'est ça. Je te rejoins complètement dans ce que tu viens de dire sur le fait à nous, artistes, créateurs, d'aller vers les publics aussi, de pas forcément que ce soit le public qui aille dans un théâtre voir les œuvres ou dans un musée. Je pense que la crise qui est associée aussi à des opportunités fait qu'il y a une redistribution des cartes avec de nouvelles règles. Qu'il y aura forcément des anciennes, mais aussi des nouvelles règles qui vont rentrer dans le jeu, quelque part, si on peut appeler ça un jeu. Mais que oui, il y a
il y a déjà, enfin, je pense que si on prend à court, moyen, long terme, il y a des solutions à mettre en place sur déjà la réconciliation des publics, sur aussi un problème qui est toujours pas résolu, ça va être la mobilité des artistes au niveau international, avec cette histoire de vaccin pour pouvoir voyager, faire des spectacles. Enfin voilà, il y a pas mal de problématiques qui sont liées en fait à tout ça, et je pense qu'il y a, oui, il y a des choses auxquelles on peut réfléchir sur déjà développer des actions culturelles au niveau local. Enfin, moi, je sais que j'étais beaucoup à l'international, mais là, je leur oriente beaucoup plus aussi au niveau local. Qu'est-ce que je peux faire autour de moi? Pas forcément sur des gros shows comme j'avais l'habitude de faire à Pékin ou à Dubaï, mais voilà, sur des choses beaucoup plus intimes, entre guillemets, beaucoup plus... aussi, en fait, cette période de premier confinement, elle nous a permis à beaucoup de faire, comme disait Michel, ce travail d'introspection, de savoir pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui donne du sens, de réorienter les choses. Le deuxième confinement, il y a eu comme une sorte de révélation, enfin, en tout cas autour de moi, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait de réorientation, de formation, d'aller trouver quelque chose d'autre à faire pour compléter ou ce soit des revenus ou une satisfaction artistique personnelle. Et après, voilà, on ne sait pas comment les choses, là je dévie un peu, mais on ne sait pas vraiment comment les choses vont pouvoir reprendre pour le spectacle vivant. Est-ce qu'on va devoir encore toute l'année prochaine jouer devant des jauges réduites avec des spectateurs masqués? Est-ce que enfin, voilà, tout ça c'est encore très flou, mais en tout cas, moi je garde espoir en regardant ce qui se passe en Asie. Eux, ils commencent un peu à rebouger, il commence à y avoir de l'activité, il recommence à y avoir des événements, des spectacles petit à petit, mais ça se fait de manière très centralisée, c'est très local. Donc je pense qu'on va forcément passer par cette phase-là, qu'au départ, voilà, on ne va pas voyager comme on a l'habitude de voyager sur tous les continents, à faire des spectacles de partout parce que les frontières sont encore fermées. Donc à court terme, voilà, il faudrait trouver des solutions comme ça. Après, moi, ce que j'ai fait pendant le confinement, c'était, commencer à penser à d'autres types de solutions artistiques. Moi, je me suis dirigé plus vers l'expérientiel pour impliquer davantage les publics, qui ne soient pas forcément danseurs, en fait, de créer des solutions en utilisant la technologie pour les mettre en mouvement, que ce soit autour d'une table, que ce soit dans une installation, dans un théâtre, dans une salle. Voilà. Moi, j'ai plus travaillé à développer voilà, l'aspect un peu digital, technologique, mais qui ne peut vivre qu'avec de l'humain, qu'avec du mouvement. Donc voilà, c'est hybride, ça reste dans quelque chose de digital, mais et pas complètement digital. Parce que le vivant, complètement digital, j'ai une position encore trop mitigée dessus. D'accord. On a une question de Clarisse, peut-être plus adressée à Anne-Sophie, du coup, sur comment est-ce que la crise sanitaire va impacter les futurs artistes, notamment dans l'apprentissage de la musique pour les enfants, puisque ça commence assez jeune. En fait, moi je pense que, comme je disais au tout début, que c'est quand même important de continuer les cours quoi qu'il arrive, même si on rencontre des grosses difficultés et que les conditions sont pas pareilles. Je le vois aussi parce qu'en tant que maman, donc j'ai une fille qui a 9 ans qui fait de la danse, et au premier confinement, sa prof avait continué les cours en visio sur Zoom. Et j'ai trouvé ça super. Et puis là, elle n'a pas continué. Donc c'est un choix, mais je trouve que du coup, là, ça fait un trou et ça impacte effectivement quand il n'y a plus de cours pendant 2 mois. Donc après, on va dire que le confinement ne va pas forcément durer et que peut-être qu'on sera reconfiné et qu'il y aura la 3e vague après Noël et qu'il va y avoir d'autres périodes alternées. Je pense que ça, à terme, ça
ça impacte pas, parce que quand on a vraiment une passion et qu'on veut s'accrocher, bah, voilà, c'est pas parce qu'il y a un trou qu'à un moment donné qu'on va complètement décrocher. Donc c'est pour ça que c'est important de continuer à alimenter la pratique par d'autres choses, ou effectivement par des spectacles, et enfin proposer d'autres idées pour la culture à distance à nos élèves. Mais voilà, pour moi ça va pas trop impacter. Après, ça nous amène à une question plus générale. Les élèves d'aujourd'hui, à part ceux qui veulent vraiment faire une filière professionnelle, c'est plus les mêmes que nous quand on en faisait déjà il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Enfin, les élèves d'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément le même goût pour le travail tout de suite, et on est plus dans une société où tous les enfants font plein d'activités, ils ont tous plein de choses, donc ils n'ont pas la même approche aussi à leur pratique, et à part certains, donc là voilà, ça dépend des cursus, mais ceux qui veulent vraiment et qui sont motivés, je pense que pour eux ça n'aura pas spécialement d'impact. Après, c'est sûr que pour les petits élèves débutants, d'être privés de contact, c'est encore pire. Pour les grands, c'est l'occasion de voir les choses d'une autre façon, quoi. Voilà, d'un point de vue personnel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi au niveau des étudiants. C'est de justement peut-être réfléchir à tout ça avec un œil frais, tu vois, sur cette mise en situation de qu'est-ce qui peut être fait, quelles solutions apporter. Je sais pas, je dis n'importe quoi, monter une start-up sur voilà, trouver des nouvelles solutions pour le spectacle vivant. Tu vois, des choses comme ça. Mais voilà, il y a des choses auxquelles il faut réfléchir, et c'est voilà, aux jeunes aussi, aux nouvelles générations, d'aider, de trouver ces solutions-là. Je pense qu'il y a quelque chose définitivement à faire là-dessus. Merci beaucoup sur ce joli mot de la fin. On va devoir clore cette visioconférence. Mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez plus à travers notre page Facebook, et on fera en sorte de les rediriger vers les intervenants. Donc, merci de nouveau à nos intervenants d'avoir été présents ce soir et de nous avoir apporté plein d'informations pertinentes et intéressantes. Et surtout, n'hésitez pas à regarder notre page Facebook et notre blog aussi pour suivre les différentes publications que nos membres actifs publient tous les jours, et aussi voir les futurs événements qu'on va préparer pour les jours qui suivent. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci. Merci à tous. Bonne soirée.